Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Samira. Bonjour Samuel. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Au top, merci. Merci d'être venu donc, sur le Domino Podcast. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Sans plus tarder, j'aime bien donner un peu l'opportunité à mes invités de se présenter, de me dire un peu comment est-ce que tu aimerais que les gens apprennent à te connaître. Moi, je suis issue du monde universitaire. De formation, je suis juriste, mais je n'ai pas véritablement exercé dans le droit. Je me suis rapidement intéressée en fait, à la tech et à l'innovation. J'ai beaucoup d'années d'expérience dans des gros projets publics, privés, de gros management dans le monde de la recherche, innovation, formation universitaire. Et puis, ce qui est le plus intéressant, je pense que comme c'est un podcast sur la blockchain, je me suis intéressée à la blockchain il y a déjà de ça 2 ans. Et je me suis formée et je me suis vraiment passionnée et je suis devenue consultante dans la blockchain. J'ai accompagné quelques projets. Voilà, Okay. En gros. Et t'es rentré par quelle porte par la blockchain ? Moi, je suis rentré par la DeFi. Toi, t'es rentré par où ? Moi, je suis rentrée par la porte. C'est marrant, c'est des anecdotes parce que chacun a la sienne. Et c'est un peu la jungle. Ouais. Et donc, moi, je suis rentrée par une porte. J'ai reçu... Ça faisait longtemps que je regardais... on entendait parler de NFT, blockchain. J'en avais entendu parler par les chercheurs qui travaillaient sur la blockchain d'un point de vue sécurité et économie depuis déjà pas mal d'années. Mais je ne m'étais pas véritablement intéressée à la question. Et un beau jour, j'ai un ami qui m'envoie, c'était le matin, il m'envoie une invitation à acheter un NFT. Okay. Donc, c'était un peu la hype à l'époque, C'était en 2021. Ok, 2021, très bien. C'était la grosse hype NFT. Effectivement. Et je me suis dit, c'est l'occasion, là, c'est un signe, c'est le matin, il faut y aller. Et donc, c'est là que j'ai découvert, parce que pour acheter un NFT, c'est le parcours du combattant quand on ne connaît pas du tout la blockchain. Alors déjà, il faut acquérir des ETH, une fois que tu as... rien que ça, tu vois, je le dis en 2 secondes, mais déjà convaincre sa banque de nous laisser acheter des ETH, déjà c'était quelque chose. Ouais. Quand on a, en plus, moi je connaissais rien, j'achète les ETH, je me retrouve à discuter dans des groupes, parce qu'il y a que ça, des communautés. Ouais. Et du coup, je commence à voir que les gens sont vachement aidants. Alors, j'ai eu de la chance parce que première journée, j'ai fait confiance à tout le monde et je n'ai pas subi de scam. Ok. J'aurais pu me faire vider comme une bleue. T'as pas cliqué sur des liens, Non, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je surfais comme ça. Et honnêtement, entre les réunions que j'avais pendant toute la journée de boulot et ce truc que je faisais en parallèle, j'ai passé la journée entière à acheter un NFT. Ouais. Donc, et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose. Tu vois, les réseaux, les machins, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un monde parallèle que le commun des mortels n'avait pas perçu. Et là, je me suis dit, non, mais c'est incroyable. C'est quoi tous ces réseaux ? Ça sert à quoi ? Et ça, franchement, ça avait éveillé mon intérêt. Okay. Et je peux te dire qu'il n'y avait pas eu un sujet qui m'avait autant passionné que la blockchain. Ah, je te comprends totalement. Et avant ça, là, j'ai eu le même genre de fascination pour l'univers. Ouais. Voilà, donc t'imagines le truc. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentrée. Et après, je suis rentrée par les communautés. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de groupes et j'aime beaucoup parler aux gens, découvrir, comprendre. Donc je me suis mise dans plein de groupes. J'ai commencé à acheter une première crypto qui venait de sortir. C'était n'importe quoi aussi, c'était la jungle dans la DeFi. Mais je me rendais même pas compte de ce que je faisais en fait, parce que j'essayais de comprendre en fait. Donc j'ai compris sur le tas. Et puis petit à petit, les gens sont très, très collaboratifs, très pédagogiques. Ils t'aident. C'est vachement ouvert en fait comme univers. Okay. Et puis après, j'ai voulu structurer un peu toutes ces connaissances que j'ai eues sur le tas, parce que tu comprends les choses, mais c'est bien de structurer. Je me suis mise à suivre une formation, une certification. Laquelle ? Alira. Ok. J'ai hésité entre celle de Alira et celle du MIT. Ok. Et comme j'avais déjà suivi une formation du MIT, je me suis dit, je vais quand même essayer. Okay.
Une formation française, c'était très bien. Ok. Je pense que c'est assez à l'IRA, le fait de comparer à l'IRA et MIT, mettre les deux et dire au final j'ai choisi à l'IRA, je pense que c'est assez sympa pour eux. C'est sympa pour eux, mais c'était vraiment parce que j'avais déjà fait une formation MIT. Ok. Bon, ils sont très bien, hein. Mais chez Alira, c'est beaucoup plus familial, convivial. Ok. Les formateurs sont vraiment là Ouais. pour les apprenants. Ok. Il y a des vrais contacts, des vraies connexions. La partie projet de la formation est vraiment très, très bien, parce qu'on est vraiment sur le fond du projet. Ok. On travaille concrètement et non, c'était très bien. Ok, et du coup, quand dans ta formation, tu devais... Je suis pas sponsorisée par Alira. Ouais. Tu devais faire un projet, Oui. ou est-ce que tu devais faire suivre un autre projet qui existe déjà? Non, on devait concevoir un projet et faire comme si on allait le lancer sur la blockchain, en fait. Ok. Donc c'est bien parce que c'était intéressant, ça venait après une partie plus théorique d'apprentissage. Donc on mettait en œuvre ce qu'on avait appris. Ok, top. Ok, très bien. Et aujourd'hui, pour toi, donc, quels sont aujourd'hui les projets qui sont réellement utiles dans le monde de la blockchain? Quels sont les projets qui, pour toi, ont... parce que tu es rentré par la porte NFT, tu as vu tout ce qui se passe, mais au bout d'un moment, tu as dû te dire, ok, là, il y a un potentiel de changer le monde. Quels sont pour toi les outils qui sont créés pour l'instant sur la blockchain qui vont réellement changer le monde? Alors, c'est une très vaste question. Parce que, tout à l'heure, on se disait, est-ce qu'on peut faire de l'argent et en même temps être utile? Il y a des projets qui arrivent à être les deux. Oui. Alors, utile, quand je dis utile, je pense à des impacts concrets. Je ne vais pas partir dans du lyrisme, hein, mais je pense à des impacts concrets sur l'humanité. Ok, très bien. C'est très vaste, hein, ce que je dis, mais... Ouais, mais... en gros, tu vois, il y a un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Start Mining, qui fait du mining de Bitcoin ou autre, hein, et qui concourt au développement économique de l'endroit où s'installent les fermes de mining. Et ça, je trouve que c'est super intelligent comme approche, parce qu'ils vont dans des endroits où il n'y a pas de centrale électrique, par exemple, parce qu'il n'y a pas suffisamment de débouchés pour la production électrique, même s'il y a des habitants. Et donc, ils installent une centrale. La ferme de minage devient un des principaux clients de la centrale électrique. Mais ça permet autour de créer du confort, parce qu'il y a l'électricité qui arrive de manière convenable. C'est pas qu'il n'y a pas d'électricité du tout, hein, mais c'est que c'est pas un niveau suffisant d'infrastructure. Business model, c'est apporter un nouveau business model pour pouvoir financer. J'ai travaillé sur des projets comme ça en République centrafricaine, en tout cas sur l'étude de projets de ce type en République centrafricaine. C'est vraiment cette notion de trouver un autre business model pour pouvoir financer des infrastructures sans avoir à sortir l'argent, que ce soit le gouvernement qui puisse sortir l'argent, mais que ça vienne réellement d'une société et de la rentabilité du Bitcoin, entre guillemets. C'est ça, et ça crée de l'emploi. Totalement. Ça crée de la formation, parce que les gens vont devoir se former pour intégrer les infrastructures. Et puis ça crée de l'économie, quoi. Ça amorce une économie dans des endroits où c'était pas suffisamment évident de le faire. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est des projets qui ont quand même de l'intérêt, alors qu'on n'arrête pas de décrier le Bitcoin polluant, etc. Tu vois. Et du coup, je comprends très bien cette partie, mais du coup, est-ce que la blockchain, c'est juste sur son application, ou qu'est-ce qui, toi, au final, t'a passionné réellement dans la blockchain? Parce que tu as dit que au bout d'un moment, quand tu as découvert, ça t'a passionné au même niveau que l'univers. T'imagines la comparaison? Mais parce que c'est fabuleux quand même de créer ces infrastructures que sont les blockchains, de voir comment les gens s'en saisissent, créent des dApps et créent des projets dessus. Comment, en fait, on est dans une période qui est encore extraordinaire pour moi, parce que c'est de l'expérimentation à ciel ouvert. Les gens peuvent demain, toi, tu peux te loguer sur n'importe quelle blockchain et tester, et balancer des projets, des dApps. Tout est autorisé, en fait. On est un petit peu rattrapé par la patrouille avec la réglementation. Mais tu vois, on a eu une période
de temps qui est quand même fantastique. Il y avait des projets tous azimuts. Ouais, Il y ouais. avait des financements aussi tous azimuts. Après, Ouais. ça s'est un peu calmé avec le bear market, mais c'est un peu la fin de la récré, là. Ouais. Mais c'est ça qui était fascinant pour moi, parce que comparé au monde universitaire, où le temps de la recherche est beaucoup plus long, Mhm. parce que c'est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus méthodique, etc. Là, en fait, on s'autorise tout et n'importe quoi. Ouais. Tu vois, tout peut arriver dans la blockchain. Regarde, Totalement. il peut y avoir des FTX, il peut y avoir des Terra Luna, Luna Terra. Ouais, ouais. Il peut y avoir De tout et non. Après, des PP. du meilleur comme tu le vois, pire le en PP soi, Coin, en soi. il sort des choses. Ouais. Les ordinals, tu vois, qui refibrillent, qui défibrile pardon, le marché du NFT. Ouais. Tout arrive, en fait, c'est un feuilleton. Totalement. C'est un feuilleton incroyable. Mais ce que je trouve même intéressant, moi, ce qui m'a fait aussi rentrer énormément dedans, c'est cette notion où, en général, je m'ennuyais dans des secteurs parce que c'est souvent des secteurs très normés, il y a des règles, bam, bam. Et là, on arrive, j'ai l'impression d'être... L'image que je donne souvent, c'est comme si c'était un pirate et il y a un nouveau monde à conquérir. C'est ça. Et en fait, la seule manière de pouvoir conquérir ce monde, c'est d'être un pirate. Et c'est d'essayer des nouvelles choses, c'est de ne pas être totalement conventionnel, c'est de tester. Mais après aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y avait une réelle bienveillance. Et ça, tu en as parlé dans le fait d'arriver dans le réseau, c'est qu'il y a réellement une bienveillance sur l'apprentissage. Parce que les gens sont tellement passionnés dedans que les gens ont envie de transmettre leur passion et sont énormément dans non, regarde, tu pourrais faire ça. Et il y a énormément de youtubeurs qui font très bien ça, notamment Asher qui est un peu le fer de lance en France, qui permettent réellement d'avoir de l'information de qualité. Et après, les forums d'entraide qui sont, je pense, l'une des communautés où j'ai vu il y a le plus de forums d'aide que dans toute autre communauté. Donc, je trouvais ça, effectivement, je rejoins ton point sur ça. Un autre point, avant de rentrer un peu plus dans notre partie débat, lorsque on partageait un peu on partageait un peu nos notes avant le podcast, tu parlais d'analyse de signaux faibles. Est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que sont des signaux faibles ? Et tu nous dis, grâce à des signaux faibles, on peut élucider le futur. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors ça s'appelle la sémiologie en fait, quand tu analyses les signaux faibles. C'est en fait c'est du travail sur les tendances. Avant que quelque chose devienne une méga tendance, il y a des choses qui aujourd'hui sont des méga tendances. Je vais prendre un exemple très simple. Le végétarisme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tu vois, les gens qui sont végétariens, il y a quelques années, il n'y en avait pas. Ouais, c'était des en fait, limite. Voilà, il y avait des signaux faibles de ça tu commences à voir les menus dans les restaurants, et commences à y voir vegan, et puis tu avais la petite feuille verte, mais ça c'était très anecdotique à l'époque. Pareil pour les repas tout faits que tu trouvais dans les magasins, les supermarchés. Donc tu commences à avoir des petits signaux faibles, les gens qui commencent à changer leurs habitudes alimentaires. Ils ne veulent plus manger de viande. Mais c'était encore, comme je disais, anecdotique. Et petit à petit, c'est devenu aujourd'hui une méga tendance. Ouais, totalement. Donc en fait, c'est ça, la sémiologie, c'est l'étude de capter ces signaux qui vont devenir, donc tu les projettes en fait, si ça devenait une méga tendance. Ok, très bien. Donc tu vois, le fait d'avoir un wallet, aujourd'hui, c'est... tout le monde n'a pas un wallet. Ouais, pas beaucoup totalement. Pas beaucoup de gens. Mais tu peux prédire par certains concepts que dans un avenir plus ou moins proche, ce sera mainstream. Tout le monde aura son wallet. Il n'y aura pas de question. Tout le monde aura ses NFT d'utilité, pas les NFT collectibles. Tout le monde aura sa carte d'identité NFT, son CV NFT, et tout le monde aura son portefeuille. Et il n'y aura pas de question. Donc en fait, c'est l'adoption d'une technologie, mais l'analyse des tendances se base sur des concepts, sur des... tu vois, là, c'est le concept de la décentralisation. Ouais. Qui va devenir prédominant certainement. Ok, très Donc bien. tu projettes ça dans l'avenir. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont un peu les signaux faibles ? Donc là, tu as parlé de wallet. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont liés à la blockchain ou pas du tout ? Quels sont un peu pour toi les derniers signaux faibles que tu as pu déceler ou étudier
Alors, c'est dernièrement. peut-être. Après, tu as différentes phases Mhm. de vie d'une tendance. Oui, Signaux faibles, ça devient un peu. ouais, Ça commence à devenir mainstream. tendance et après, ça devient vraiment une méga Ok, tendance si c'est généralisé. ok, Bah, moi, ce qui me fascine le plus, c'est la décentralisation. ok. Je pense que c'est quelque chose qui commence que tu vois émerger même dans différents domaines, hein, pas que la blockchain en réalité. Quand tu regardes, je vais faire un parallèle avec un autre domaine, la manière dont les marques diffusent leurs produits ou leurs images. Avant, c'était très centralisé. Hmm. C'était eux qui avaient voilà, leur direction, leurs outils de communication. Ils avaient leur campagne, c'était leur façon de faire, etc. Mhm. Et puis déployer les campagnes. Et puis maintenant, tu vois de plus en plus d'influenceurs qui incarnent l'image de la marque, mais sans instruction. En fait, enfin, plus ou moins d'instruction. Ils leur envoient le produit, ils leur disent, ben voilà, on vous paye et vous faites Hmm. vous-même, vous incarnez le produit. Et donc ça, c'est une manière de décentraliser la communication Ouais, d'une ouais. boîte. Et ça, tu l'observes dans plein de choses. L'organisation des boîtes aussi, on ne parle pas de déconcentration, ce n'est pas des filiales ou des franchises, mais vraiment décentralisation. Par exemple, je discutais avec un des directeurs de TikTok Mhm. qui m'expliquait qu'en fait, ils fonctionnaient vraiment de manière décentralisée. Hmm. Chaque entité géographique était presque sa propre... Presque une forme d'intrapreneuriat qui voilà, se c'est fait un ça. peu. Ouais. C'est ça. Donc il n'y a plus cette... Ouais, c'est hiérarchisation. Je pense que c'est cette notion de hiérarchisation où avant, il y avait le boss qui donne des directives. et ça atteint, Et ça- exactement, ça atteint aussi le management. Ouais, Tu vois, on va peut-être en parler après, mais le management aurait beaucoup à s'inspirer de ce qui se passe dans le management de la blockchain. ok. Parce que c'est beaucoup plus adapté aux jeunes qui arrivent là, Ouais, à leur état totalement. d'esprit. Ouais, bah, c'est un peu l'un des sujets. En plus, on va essayer Mm. de bien en parler dans la seconde partie qui va arriver maintenant. Du coup, à tout de suite. On est de retour. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner, de mettre un like, 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et sans plus tarder, on repart un peu là-dessus, maintenant que la page de pub est terminée. Du coup, aujourd'hui, tu travailles pour une université. Mm. Et c'était aussi par rapport à ça où je m'étais dit, mais ce serait top de faire un podcast et de parler de l'adoption de la blockchain dans les universités, parce que c'est vous qui formez les talents de demain. Comment est-ce que aujourd'hui la blockchain, est-ce qu'on en parle en université ou on n'en parle pas? Où est-ce qu'on en est? Alors c'est un sujet dont certaines universités s'emparent évidemment, Mhm. au niveau international et au niveau national aussi, hein. C'est un sujet qui existe en réalité depuis très longtemps dans certaines disciplines universitaires, donc en économie et dans les computer science, comme on les appelle. Euh, Après, c'est pas un sujet majeur. Ok. Ça reste, voilà, ça reste anecdotique. C'est pas comme l'intelligence artificielle, par exemple, dont tout le monde s'empare et c'est devenu vraiment un phénomène. Mhm. La blockchain, ça reste encore quelque chose de restreint Mhm. dans les programmes. Et est-ce que la notion, parce que aujourd'hui, donc en 2023, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent que c'est lié un peu à ChatGPT parce que là, on a remis une grosse couche d'intelligence artificielle parce que l'outil est disponible au plus grand nombre. Mais la réalité, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une matière qui existe depuis des années. Le principe des réseaux de neurones, de machine learning et de deep learning existe depuis les années 90-80. C'est quelque chose qui est présent. Donc, ça a mis du temps forcément à rentrer et c'est entre guillemets normal qu'il soit dans le programme universitaire. La blockchain, son application première, c'était un peu Aberystwyth Ornetta et c'était dans les années 90, si je me trompe plus, 90 ou 80, je pense plus des années 90. Et l'application de la blockchain de manière digitale qui a réellement eu un succès, donc le Bitcoin, c'est en 2008. Donc forcément, il y a un delta de temps qui est beaucoup plus faible entre l'intelligence artificielle et la blockchain. Combien de temps ça prend pour une nouvelle matière de rentrer et d'être réellement présente dans le schéma universitaire?
et peut-être expliquer comment est-ce qu'une nouvelle matière rentre dans le schéma universitaire. Alors, il y a plusieurs chemins Mhm. pour qu'une discipline, enfin qu'une matière ou un secteur arrive dans les programmes, ou que ça devienne même une formation à part entière. Il faut qu'il y ait des chercheurs qui s'y intéressent. Ok. Voilà, il faut que ce soit d'abord, parce que tout ce qui est enseigné à l'université est adossé à la recherche. Alors, il y a aussi le monde professionnel qui est entré à l'université et qui maintenant se marie vraiment bien avec la recherche, parce que l'université, longtemps, avait été drapée dans cette espèce la recherche pure, et c'était un peu hermétique avec le monde professionnel. Mais ça fait déjà pas mal d'années, bien une quinzaine d'années que ça s'est décloisonné, et on a énormément de professionnels maintenant qui viennent enseigner à l'université. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette double dynamique. Il faut qu'il y ait des chercheurs qui s'intéressent au secteur. Il y en a, comme je disais, en économie et en computer science, mais il faudrait qu'il y ait aussi des professionnels qui valident le sujet dans leur secteur, et que ça devienne une discipline utile et dont les compétences sont mobilisables professionnellement aussi. Ok. Tu vois, il y a cette double dynamique. Ok, très bien. Et du coup, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on sait que de la recherche, ça prend du temps. Moi aussi, ce qui m'a fait rentrer dans la blockchain et ce que j'ai énormément aimé dans la blockchain, c'est cette notion liée à ce que normalement je m'ennuyais et là ça va vite. Ouais. Là c'est moi qui ai débordé. Il y a toujours des nouvelles choses. Même sur le podcast, j'invite toujours des experts. Et malgré que j'en connais quand même pas mal sur la blockchain, mais j'ai toujours l'impression d'être la personne la plus bête sur le podcast. Et donc, ça me stimule énormément parce que déjà, j'aime apprendre. Donc, ça me stimule énormément sur la suite. Comment est-ce que la recherche, elle prend du temps? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire des choses qui prennent du temps et les faire rentrer alors que là, il y a un besoin de formation? Là, on a besoin, c'est un marché qui est aussi très compétitif. Il y a de plus en plus une guerre un peu technologique parmi les États. On le voit aujourd'hui avec l'Europe plutôt qui ralentit un peu le côté des GAFAM parce que on se rend compte qu'on n'a pas une souveraineté technologique et ça devient un mot qui est de plus en plus présent. Comment on fait pour, dans cette guerre technologique, comment on fait pour former les soldats si on prend énormément de temps à faire rentrer ça dans les parcours? Alors, on en parlait, est-ce que la blockchain ou est-ce que le monde professionnel a besoin d'un tampon officiel? Ouais. Donc, évidemment, ce que va apporter l'université en termes de savoir scientifique, méthodologique, des choses qui vont ancrer l'état de l'art et qui vont les faire évoluer proprement. À côté de ça, comme tu dis, les choses vont super vite. Et puis, regarde, nous, ça ne nous a pas empêché de nous former et d'apprendre, et on apprend tous les jours. Comme tu disais, quand on n'est pas dedans, on a l'impression que c'est des trucs extraterrestres, et quand on est dedans, on a l'impression d'être toujours en retard. En fait, je pense qu'il y a le temps long de la recherche et de l'université va se mettre en place. Moi, je serais contente quand... je ne vais pas être contente, mais je serais contente quand on parlera de Web3 de manière un peu plus générique et de blockchain dans d'autres disciplines que la finance et l'informatique. Parce que ça voudra dire qu'on aura compris qu'il y a un changement de paradigme puissant. Je ne sais pas si ça va aboutir, parce qu'on est toujours dans les attentes. Ouais. Mais ça serait bien que ça vienne toucher le management, les ressources humaines, la sociologie, d'autres disciplines, parce que ça voudra dire qu'on aura compris qu'il y a un phénomène qui arrive. Alors après, les choses n'ont pas besoin forcément d'avoir le tampon universitaire pour se passer. Ouais. Regarde, comme tu disais, tu enseignes. C'est ça. Les gens prennent de ton savoir et de ta connaissance. C'est des expertises qu'on ne vient pas chercher forcément à l'université. Et de toute façon, le diplôme universitaire est en concurrence avec le do-it-yourself. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a encore autant de valeur, le diplôme universitaire?
Alors, il reste intéressant, Ok. il reste utile. D'abord parce que sociologiquement, tout le monde aime bien avoir un niveau universitaire et le proclamer. Mhm. Mais ça devient de moins en moins vrai. Mhm. Et en plus, pas dans toutes les disciplines, quoi. Donc, vraiment, Ouais. les jeunes maintenant, la génération qui arrive s'autorise à se dire j'ai des compétences, j'ai pas besoin d'avoir un niveau de qualification tamponné. Ouais. Bah, il y a cette notion qui on Donc, retrouve c'est important, mais c'est important. En fait, l'université, pour moi, c'est important parce que ça structure la pensée. Ok. Ça te donne des outils, en fait, pour appréhender le monde et ça te permet d'être formé aux évolutions et de t'adapter. Mhm. Après, les connaissances, de toute façon, que tu as acquis, moi j'ai acquis des connaissances en droit, Mhm. la majeure partie étant toujours valables, mais ça évolue, donc c'est à toi de t'adapter. Totalement. Donc, en fait, une formation universitaire, ça vient te structurer. Mhm. Et puis, je pense que Bah, après, c'est pas Ouais. nécessaire d'avoir un diplôme pour avoir des compétences. Ouais, après, c'est pas non plus mal que ça prenne du temps, parce que bah, ça contrebalance, étant donné qu'on est surtout dans un marché où ça va extrêmement vite. Le fait aussi de savoir prendre le temps et d'apporter des bases en prenant le temps, c'est pas plus mal. Après, c'est vrai que comme tu l'as bien évoqué, moi j'enseigne la blockchain dans différentes écoles, et effectivement, j'ai pas de master en blockchain, j'ai pas de bachelor en blockchain, mais dans d'autres secteurs. Euh, mais j'enseigne quand même la blockchain. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, moi je vois un paradigme, un changement de paradigme dans le livre Sapiens, il parle un peu d'imaginaire collectif. Et dans notre imaginaire collectif, fut un temps, le diplôme, c'était le Saint Graal pour pouvoir décrocher un boulot, pour pouvoir avoir un avenir. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose où en fait, c'est plus forcément une réalité de un parce que bah, y a de plus en plus de personnes qui ont des diplômes. Du coup, avant, ceux qui avaient des masters, c'était un peu, entre guillemets, l'élite. Là, maintenant, ça devient une norme. Et on voit que c'est pas forcément ceux qui font des études qui réussissent le mieux. Donc, dans l'imaginaire collectif, ces choses, elles changent. Et encore plus dans le monde du Web3. Du coup, est-ce que aujourd'hui, on change de paradigme sur le mode de formation? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours... est-ce que ce serait pas un signe faible, comme de ce qu'on a parlé tout à l'heure, que la formation est en train de changer totalement et qu'on est en train de vivre un shift? Oui, il y a une transformation. Il faudrait être aveugle pour pas voir qu'il y a une transformation et il y a toujours cette valeur du diplôme. Hein. Comme tu dis, l'imaginaire collectif est très ancré là-dessus. Et tu le vois, hein, on ne parle pas que de l'Occident, mais tu vois en Asie, les gens, comme ils se suicident pour être au niveau, pour être dans les meilleures écoles, pour avoir des résultats, etc. Donc ça reste une pression forte. Mais après, comme tu dis, les gens maintenant se réalisent aussi par eux-mêmes. On parlait de décentralisation. On regarde la manière dont les réseaux sociaux ont permis à n'importe qui, depuis n'importe où, de créer du contenu et de créer sa voix, de faire entendre sa voix, de porter son image. On regarde les influenceurs, le phénomène des influenceurs. Influenceurs, même le podcast. Les podcasts, voilà, tu vois, là, aujourd'hui, on est en train de parler, t'as pas demandé l'autorisation à une chaîne de télé, t'as ton propre canal de diffusion. Et ça, et tu vois, les modèles de réussite sociale ne passent plus forcément par les diplômes. Alors, avant, on avait les footballeurs, mais tu voyais qu'il y avait très très peu d'élus. Après, les footballeurs passaient quand même par le centre de formation, au final. Donc, oui, ouais, mais tu vois, les gens, ils se disaient, je fais des études ou je fais footballeur. Et maintenant, les gens veulent tous être influenceurs, se disent, je vais gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Et ça se monétise et les gens sont à fond. Donc, en fait, tu as les modèles de réussite et les critères de réussite ne sont plus forcément les mêmes. Tu as un monde qui est en train d'émerger via les réseaux sociaux, hein, et où les KPI, c'est le nombre de followers, le nombre de likes, le nombre de retweets ou de republications. L'influence, c'est devenu un vrai vecteur maintenant. Et tu vois bien quand il y a des problématiques politiques, géopolitiques, on parlait du quatrième pouvoir des médias, et là on a un média
c'est presque un cinquième pouvoir, quoi, parce que c'est plus du tout organisé. Les choses se font de manière Totalement. Et là, sauvage, quoi. parce que c'est vrai que par exemple, un média peut avoir cette ligne directrice ou je ne me rappelle plus du nom de comment ça fait ça. Les dépêches. Non, c'est les dépêches officielles, non. Non, c'est le fait que le média a une ligne directrice. Par exemple, ce média-là a plus une tendance sur ça. Et aujourd'hui, en fait... Ligne éditoriale. Et voilà, c'est ça, la ligne éditoriale. Alors que, aujourd'hui, sur les réseaux, on a cette notion où on peut aller suivre qui on veut et chacun peut porter sa voix et avoir une réelle liberté d'expression. Et ça bouge vraiment les choses parce que là, n'importe qui commence à avoir de l'influence peut être en mesure d'avoir de l'impact ou voire de manipuler les consciences. Donc là, tu vois, l'intérêt des études plus universitaires, c'est de structurer quand même et d'éclairer ton jugement. Ok, donc si j'ai bien compris, dans les études universitaires, on prend vraiment le temps de donner un cadre, de créer une structure pour permettre à la personne d'avoir les bonnes bases pour se développer. Et c'est donc pour ça que c'est encore aussi, autant valorisé. Est-ce qu'aujourd'hui, les études universitaires sont encore adaptées pour tout le monde ? Là, notamment, dans le secteur de la blockchain, je ne sais pas si toi tu l'as vu, moi j'ai déjà été confronté à des personnes sur un groupe Discord qui sont extrêmement présentes. Ce sont des cracks. Et lorsque, après, tu dois collaborer ensemble et potentiellement faire un contrat ou mettre quelque chose en place, et le gars, il sort, en fait, il a 16 ans, il a 15 ans, et tu dis, mais en fait, tu m'apprenais la vie alors que... Et il n'y a plus cette réalité. On est en train de changer même de paradigme, du management, mais même dans la forme de management, on est sur quelque chose de totalement différent. C'est déroutant. Comment est-ce qu'on anticipe ça ? C'est déroutant et tu vois bien qu'il n'y a plus de hiérarchie. Parce que avant il y avait les aînés qui t'apprenaient, qui transmettaient, etc. Maintenant c'est quelqu'un de 16 ans qui peut te faire découvrir des trucs que tu n'as jamais compris toi-même, tu vois. Mais il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de process linéaire, il n'y a plus d'histoire en fait. Tout peut arriver. C'est ça qui est rigolo. Mais comment on fait ce jeune-là, au final, moi j'ai un parcours où j'ai eu des diplômes, mais du coup... Là, je me fais enseigner par un jeune qui n'a même pas encore eu le bac, très clairement. Comment ça se passe ? Parce que est-ce que l'université est toujours adaptée pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut y aller ? Est-ce que tout le monde doit y aller ? Est-ce que ce jeune-là doit continuer de se développer dans ce qu'il fait et dans sa zone de génie parce qu'il est extrêmement talentueux ? Ou est-ce qu'il doit quand même essayer de passer par le système universitaire ? Moi, j'ai pas véritablement de conseils à donner et je suis pas une défenseuse de l'université à tout prix. Ouais, totalement. Tous les modèles sont valables si tant est que les gens sont bien dans ce qu'ils font et apportent quelque chose. C'est tout le monde. Enfin, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est dans un monde libre. Je pense qu'il y a deux temps. Il y a vraiment le temps. Alors nous qui sommes dans ces problématiques, ces projets blockchain, Web3. Comme tu dis, on a la conscience que ça va très vite, que tout bouge, etc. Rien n'est consolidé encore. On voit bien les technologies, elles avancent tous les jours. Tous les jours, il y a de nouveaux standards qui sortent, des nouveaux protocoles, des nouvelles manières d'interopérer. C'est pas posé. Donc, tant mieux qu'il y ait cette vie, cette expérimentation quotidienne. Et sauvage, mais quand je dis sauvage, c'est pas péjoratif, c'est dans le bon sens du terme. Et tant mieux qu'il y ait ça. Et comme je disais, il n'y a pas besoin d'avoir le tampon de l'université pour que ça arrive. C'est en train d'arriver. Et ça, c'est des faits qu'ensuite les chercheurs vont pouvoir étudier d'ailleurs, parce que c'est passionnant. Une fois que... Alors nous qui sommes dedans, on a l'impression que c'est général, mais ça reste quand même encore un sujet confidentiel. Quand tu parles aux entreprises, tu vas avoir une ou deux personnes dans la boîte, même dans les grosses boîtes, tu vas avoir que quelques personnes qui sont au courant de ce qui se passe, Web3, blockchain, les changements, etc. Mais bon, ils suivent ça. Ça commence à se renforcer, ça commence même à intégrer certaines stratégies de marque de manière structurante. Mais ça reste encore un secteur niche.
Quand je dis ça, je sais que je vais choquer, hein, mais Non, mais c'est réel. c'est pas encore mainstream comme l'intelligence artificielle, tu vois. Donc, c'est bien que ça se passe comme ça, en fait. C'est vrai que quand on est dans le monde de la blockchain, on a souvent cette croyance de se dire que, en fait, ouais, les choses bougent vite. Et je pense qu'aussi dans le monde de la blockchain, on fait face aussi à une hyperstimulation. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tout le temps stimulé avec de nouveaux projets, de nouvelles choses, et on voit des évolutions incroyables. Et en fait, notre cerveau est tellement hyperstimulé qu'il prend peut-être pas le temps, à tort, à raison, de réellement se poser et d'analyser un peu les différents signaux, d'analyser un peu où est-ce qu'ils en sont. Et on le voit, par exemple, là, il y a eu une fake news, un tweet, et le cours du Bitcoin est monté de manière assez, pas phénoménale, mais assez importante en quelques jours, en quelques heures, juste parce qu'il y a eu un faux tweet. Il y a un certain engouement, et je pense qu'on est dans un marché qui est, au final, là, actuellement, on est encore dans quelque chose d'extrêmement émotionnel. Oui, complètement. Où on ne contrôle rien, il n'y a rien de rationalité. Comment on apporte de la rationalité dans un marché qui est extrêmement émotionnel? Mais est-ce qu'on en a besoin? Moi, je pense qu'il y a des phases d'histoire. Là, dans la phase d'histoire dans laquelle on se trouve, les technologies évoluent, comme tu dis tout le temps, et il faut s'autoriser, s'autoriser à attendre que ça se pose, en fait. Et c'est pas le moment encore que ça se pose, parce que les choses ne sont pas abouties. Tu vois, la blockchain, peut-être que le monde de la comptabilité va s'en saisir, et ça va révolutionner la compta. Tu vois, pour l'instant, ils s'en approchent pas encore. Il y a les notaires qui commencent à regarder, qui étaient même assez précoces dans l'analyse de ce que pourrait leur apporter la blockchain. Ils vont pas se laisser porter par la décentralisation ou faire que leur job va devenir obsolète. Ouais. Ils se sont saisis du sujet. Ouais. Les choses, moi je pense que on est juste en train de vivre l'histoire. Ouais. Et on est dans une phase de l'histoire où c'est pas un chaos, c'est un désordre utile. C'est un désordre utile, en fait. Totalement. Et c'est ce qui fait qu'on est passionné, parce que ça part dans tous les sens. Et je pense que les gens qui sont dedans ont une certaine forme de pensée, ont une certaine forme de personnalité. Et c'est pour ça que tout le monde s'entend super bien et que tout va très vite. Ouais. Il n'y a pas tout le monde encore. Ouais, c'est ça. Ça manque de... on est je vais dire, on est entre nous. C'est pas bien de dire ça, hein. Mais tu vois ce que je veux dire, on se ressemble beaucoup. Quand on rencontre les gens dans la blockchain, on voit qu'on se ressemble beaucoup dans la manière d'appréhender les sujets, d'appréhender le monde. On n'a pas de cloison, on n'est pas formaté, on s'autorise à être surpris. Alors que dans d'autres sphères, les gens sont déjà... Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que souvent, on peut croire que parce qu'on a la même nationalité, on a la même couleur de peau, on a les mêmes origines, on a la même culture, on se ressemble, mais en réalité, à l'intérieur, on est très différents. Sauf que là, dans le secteur de la blockchain, on met tout ça de côté parce que la plupart du temps, on a une tête de singe, une tête de girafe sur un compte Discord, donc on s'en fout de qui tu es. Mais ce qui rapproche les gens, c'est réellement l'intérieur de qu'est-ce qui est réellement mis en place, qu'est-ce que je veux faire, quel est le changement que je veux apporter. Et c'est drivé, comme tu dis, par l'émotion. Ouais. Et ça, c'est hyper fort, quoi. Ouais, mais au final... Parce que après, il y a des gens très rationnels dans la blockchain aussi. Hein. Énormément, parce que ça reste quand même un secteur aussi assez technologique, qui demande une certaine rigueur. Mais le fait de se développer par de l'émotion, de se développer rapidement et autres, ça fait peur de l'extérieur, et notamment parce qu'il y a des signaux comme FTX, comme toutes ces choses où il y a des gros échecs dans le domaine de la blockchain, et toutes ces choses donc, amènent entre guillemets une mauvaise presse à la blockchain. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'au final, on peut l'éviter ou on ne peut pas l'éviter ? Parce que si on veut vraiment se développer comme on est en train de dire, avec de l'émotion, avec de la rapidité, il y aura forcément des erreurs. Il y a forcément des erreurs, comme tu viens de les citer. Là, il y en a d'autres. Hein. Une hécatombe de projets là, pendant le bear market. C'était drôle parce que c'était le boss de Terra Luna qui disait 95% des projets vont
vont disparaître. Et la journaliste était un peu choquée. Elle disait, mais c'est pas grave, c'est divertissant. Et 3 jours après, il était par terre, tu vois. Enfin bref. C'était drôle. Je me souviens plus de la question, mais... Oui, c'était sur le changement émotionnel. Oui. Sur le fait qu'on était sur quelque chose qui allait très vite, énormément d'émotions et du coup, beaucoup d'échecs. Oui. Comment on fait avec ça? Parce que la réalité aussi, c'est que aujourd'hui, ces échecs, ils sont souvent ils marquent, corrélés au portefeuille des gens. Parce que l'un des premiers moyens, moi, c'est celui dans lequel je suis rentré. J'ai essuyé aussi, j'ai eu des très gros gains. Pour l'instant, je suis encore plutôt en positif, mais j'ai aussi de très grandes pertes. Notamment, l'une des plus grosses pertes, c'est $30,000 qui part en 2 heures. Donc, faut être attaché. Faut être détaché, il faut avoir une certaine capacité de détachement. Ouais, là, je pense à ce moment-là, c'est juste. C'est une extraordinaire entreprise de développement personnel. Ça t'éduque très vite. Je dis souvent, c'est le prix de ma formation. Du coup, pour ceux qui disent que je n'ai pas de formation, si. J'ai une formation qui m'a coûté $30,000 en 2 heures. Un cours condensé, voilà. Mais au final, ça m'a appris énormément. Est-ce qu'on n'apprend que dans l'échec ou est-ce qu'il y a une autre manière d'apprendre? Non, l'échec fait partie de la vie. De toute façon, c'est pas propre à la blockchain. Ça va peut-être plus vite et c'est plus spectaculaire dans la blockchain parce que ça va vite et que c'est des grosses sommes. Ouais, et c'est surtout lié à l'argent. Parce que, dans les deux sens, d'ailleurs. Quand tu vois Pepecoin qui génère des millions en quelques secondes de transactions et de dollars, ça va dans les deux sens, en fait. En fait, c'est bien parce que ça fait partie de l'histoire, encore une fois, et ça va créer l'épuration. Donc, en fait, à la fin, il va rester les projets solides. Ouais. Donc là, on est encore dans l'expérimentation. Effectivement, quand tu expérimentes, même en recherche, tu as beaucoup de déchets, quoi. Tu testes, et après, il y a des trucs qui marchent. Donc, en fait, ça va faire qu'il y a certains projets qui vont émerger. Et d'ailleurs, on le voit, maintenant, les projets sont plus Web 2, on va dire. C'est moins dégène, quoi. Les choses cherchent à être utiles et à durer. Totalement. Là, on est moins dans l'utopie. On est plus... Il y a une forme de pragmatique qui revient un peu dans la blockchain. Et aussi, on a cette compréhension que tout ne sera pas décentralisé. Parce que le point de la blockchain, c'était tout sera décentralisé. C'était l'utopie. Et au final, on se rend compte que... tout à l'heure, tu parlais des notaires. Les notaires n'ont pas encore assez pris, j'ai l'impression. Mais par contre, les... l'immobilier, peut-être, non? Oui, c'est une autre forme encore... Oh là là, aujourd'hui, je trouve pas mes mots. C'est le matin. Ceux qui se chargent souvent de faire des saisies, comment on appelle ça déjà? Les huissiers. Les huissiers, voilà. Les huissiers, eux, ont bien pris. En fait, ils ont réussi à transformer... C'est soit, aujourd'hui, la blockchain, pour moi, ça sera ça. C'est soit les secteurs d'activité la combattent et on va trouver un moyen, au final, de faire mieux sans ces personnes, soit, au final, ils l'adoptent et au final, ça devient un outil qui leur permet d'être beaucoup plus efficace. Qu'est-ce que tu en penses de cette part? Je pense qu'on reste quand même, malgré le fait que nous, dans la blockchain, on est quand même libertaire, il y a cette philosophie qui reste toujours très prégnante. La majeure partie des gens, ils veulent du sérieux, du structuré. Dans l'imaginaire collectif là, qu'on évoquait, c'est centralisé, ça veut dire que c'est cadré, ça veut dire que ça part pas dans tous les sens, on peut faire confiance, on peut mettre des capitaux dans un truc qui est cadré, etc. Tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette dynamique de réglementation qui va faire qu'en même temps que ça se réglemente, les institutionnels vont s'investir davantage dedans. Donc en fait, je sais plus ce qu'on disait. Les notaires, les huissiers, les professions vont se saisir de la tech parce que c'est un outil qui va leur permettre d'avoir plus d'authentification, plus de traçabilité. C'est des registres. C'est des registres qui vont... ça reste un registre, la blockchain. Donc, non, ça reste un outil. Souvent, on la voit comme une entité à part entière. Oh waouh, la blockchain est en quelque fait, non, chose. En fait, c'est un outil. C'est quelque chose qui va... C'est une multitude d'outils. Tu vois, et peut-être qu'il va même y avoir des évolutions
avec des blockchains sur des verticales précises. Tu vois, ça commence déjà à se faire dans le monde de la musique, dans le monde du gaming. Il y a des blockchains qui se spécialisent et qui développent des outils propres à un secteur très précis. Totalement. Et du coup, la question c'est, donc tu as parlé un peu de réglementation. Là, actuellement, on est en plein dedans. On a la SEC qui, là, vient d'abandonner une partie du procès. Certains disent que c'est pour passer en appel plus rapidement et avoir un autre juge. C'est un feuilleton donc, ce serait plus une stratégie juridique que réellement un abandon des poursuites contre XRP. Là, on est dans un milieu un peu... On a d'un côté la SEC qui attaque, même la France qui est assez dure, alors que c'est elle qui mettait en place les premières réglementations européennes, et c'est grâce à la DAN et tout qui sont beaucoup investis qu'on a le règlement MiCA, toutes ces choses-là. Mais maintenant, on est dans quelque chose où, en même temps, il y a des gros mastodons, notamment, on entend beaucoup parler BlackRock, ce qui déchaîne les chroniques, sur le fait de vouloir créer des ETF, le fait de vouloir rentrer dans la blockchain, les banques qui veulent se saisir de cette technologie. Donc d'un côté, on a ce nouveau monde. Comment ça se passe avec les réglementaires? Comment est-ce qu'on met en place ce type de réglementation? Alors, je pense qu'on arrive à un moment de l'histoire de la blockchain où la technologie atteint une certaine maturité et donc les institutions vont vouloir s'en servir parce que c'est un progrès que tu envoies de l'argent en une vitesse éclair sur des circuits de blockchain sans trop de frais, etc., sécurisé, etc. Enfin, c'est adopté. Tu le vois avec les monnaies, les CBDC. Ouais. Tu vois, les monnaies de banque centrale. Il n'y a pas un pays là qui ne travaille pas sur sa monnaie numérique, en crypto. Ouais. Donc tu vois que l'adoption de la tech est indépendante de l'adoption de la philosophie. Totalement. Donc, et ça représente pas encore énormément d'argent, ce qui transite sur les circuits de blockchain, même si nous on a l'impression que c'est des grosses sommes, etc. Mais quand tu compares ça au marché actuel, on a moins d'1%. Capitaux mondiaux, c'est pas encore énorme. Mais voilà, les CBDC ont besoin de cadres, vont utiliser la tech, mais vont pas utiliser les circuits de blockchain qu'on connaît. Ils vont utiliser leur propre circuit. Peut-être XRP, on ne sait pas. Peut-être ça va switcher là-dessus. Donc les réglementations, c'est nécessaire pour que les institutionnels investissent le domaine. Totalement. Parce que sinon, ils vont pas faire prendre de risques, ni eux prendre des risques, ni faire prendre de risques à leurs clients ou à leurs partenaires. Ouais. Donc cette réglementation, elle arrive à un moment où la blockchain commence à devenir mature sur la tech. On commence à atteindre des niveaux de sécurité importants, des niveaux de fiabilité, de vitesse, etc. Donc, ça se cadre, quoi. Ça se cadre aussi parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as perdu $30 000 en très peu de temps. Il y a des risques pour les gens. C'est ça. Et les États restent toujours garants de la sécurité des individus. Ouais. Donc, il y a cette protection des gens, et d'ailleurs on l'a vu avec la loi sur l'influence, qui est venue... moi je trouve qu'elle a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain, parce que en fait, ils s'attaquaient aux influenceurs qui vendaient tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et ils n'ont pas fait de détails sur la blockchain et la manière dont se finançaient les projets du Web3 en France. Donc je trouve que ils auraient dû faire un peu d'analyse et se dire, ok, les influenceurs auront le droit de parler des projets à partir du moment où ils sont un peu formés. On parle de formation. Ouais. Tu vois, à partir du moment où ils peuvent dire, j'ai des connaissances sérieuses, je sais de quoi je parle, je peux conseiller ou je peux orienter sur des projets. Sans faire de conseils en investissement, évidemment. Ouais. Mais ils peuvent en parler, ils peuvent parler des projets. Donc ça, c'était une belle dynamique de financement des projets
qui a été un peu... Mais formé par qui? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des diplômes d'État et il y a certains diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Et aujourd'hui, on en a parlé donc un peu avant, il y a cette un peu contradiction entre la réglementation, ben là, la typiquement, tu formation, vois, comment on fait? typiquement, là, l'AMF se trouvait devant une impasse, Mhm, parce que vu le nombre de personnes à former, ben, c'est pas son métier. Mais typiquement, ils auraient dû s'appuyer sur l'université mhm. pour Et pourquoi ils l'ont pas fait? faire pas des diplômes de master, mais des certifications, par exemple. Mhm, C'est des choses qu'on sait très bien faire. Moi, j'avais eu l'occasion de discuter avec le député Vogetta, on est avec les 3 députés d'ailleurs qui portaient le projet de loi. mhm. Alors, j'avais discuté avec eux et je leur avais dit, mais confier la certification des gens qui parlent des projets blockchain à l'université. C'est des choses qu'on sait faire, les certificats. Mhm. Et ça aurait pu se déployer avec un maillage efficace, etc. Sur Et le ça aurait territoire. été assez rapide pour pallier à Alors, ce besoin immédiat, ou est-ce que ça prendrait du temps? Est-ce que peut-être, on fait toujours pas de la pub pour Alira, mais non. est-ce que peut-être Alira... Ou à l'IRA, tu vois, Ouais. il y a des opérateurs. Il y a Ouais. des opérateurs. L'université elle peut faire des certifications. Mhm. C'est des choses qui sont beaucoup plus rapides que les diplômes de master Ouais. qui demandent beaucoup plus de structuration et d'habilitation, etc. Mhm. Mais la certification, ça se met en place très rapidement. Et pour toi, la certification, ça serait par exemple les influenceurs qui doivent avoir cette certification, ou c'est les porteurs de projets qui doivent avoir cette certification? Idéalement tout le monde, Tout le monde. mais les gens qui parlent des projets, Ouais. le feraient à bon escient. Mhm. Ouais. Au moins, Après, on n'est pas à l'abri, bien sûr, de gens qui de toute façon, sont Conflit d'intérêt, intéressés ou- que par l'argent, etc. Mais au moins, il y aurait eu ce cran de validation des connaissances. Ok, très bien. Parce qu'on se retrouvait... En fait, ils ont pas fait de détail entre l'influenceur du type Asher Mhm. et celui qui est à Dubaï, devant une bagnole hors de prix, en train de dire « Venez, mettez Venez votre congédier argent votre patron. Donnez-moi votre argent, je vais m'en occuper. » tu vois. Ils n'ont pas fait de détail. Ouais, je vois totalement. On se rapproche un tout petit peu de la fin. Sur l'un des points que je voulais aborder avec toi, on en parlait. Au début, tu nous as dit le lien entre univers Ouais. et blockchain. Et on parlait notamment aussi de le lien entre la blockchain et les traditions de transmission orale. Ça m'intéresse énormément. Dis-moi tout sur ça. Je veux vraiment savoir quel est le lien déjà que tu fais entre blockchain et univers, et ensuite l'autre. Alors, blockchain et univers, d'ailleurs, j'avais participé à un concours d'éloquence. Ok. Je vais expliquer en 3 minutes le lien entre blockchain et univers. Ah non, en fait, moi, je vois un lien parce que l'univers est issu du Big Bang. Mhm. Je vais dire quelque chose qui n'est pas totalement exact, mais la blockchain est issue du Bitcoin. Tout ce qui s'est passé sur la blockchain a pu se mettre en place parce que le Bitcoin a marché. Mhm. Et après, tout s'est développé autour. Mhm. Donc c'est un peu comme le Big Bang, quoi. C'est Ouais. l'univers en expansion. Ok. Et dans la blockchain, tu as l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ok. Et je vais encore parler du Bitcoin, là, parce que le Bitcoin est détenu par des États. Il y a des États qui ont même basé leur économie sur la blockchain, sur le Bitcoin, pardon, qui en acquièrent, etc. Ou par des grosses boîtes. Et les ETF, maintenant, tu vois, BlackRock, etc. Les gros. Donc ça, c'est l'infiniment grand. Ouais. Et tu as le Bitcoin qui est utilisé comme monnaie par, c'est pas péjoratif ce que je dis, par l'infiniment petit, les individus. Mhm. Le Bitcoin donne accès à la bancarisation à des gens qui n'étaient pas dans le système et qui n'auraient pas pu y entrer. Mhm. Donc t'imagines, c'est des gens qui sont dans des endroits presque insolites en fait, et qui ont du Bitcoin et qui peuvent l'échanger parce qu'ils ont un smartphone. Donc ils ont accès aux échanges internationaux. Et donc voilà, moi je fais le parallèle entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme dans l'univers. Ouais. Aussi. Ce décloisonnement entre vraiment le... Et après, il Ouais, y a le le quantique pouvoir aussi, on va pas rentrer dans les Ouais. détails, mais tu vois, le Bitcoin il est quand même assez quantique. Ok. Tu sais jamais où tu vas le trouver quand tu te réveilles le matin. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Ok. Et il y avait cette Les traditions orales, tradition orale, effectivement. Du coup, c'est quoi le parallèle. le parallèle, ouais. Alors, moi je suis issue d'une tradition musulmane, donc je suis musulmane de confession. Ouais. Hein. Et en fait, nous, et c'est ça qui m'a frappée en fait, j'ai tout de suite pensé à ça, nous, donc le Coran, c'est transmis oralement et était validé par
plein de gens qui n'étaient pas connectés. Donc il y avait des validateurs, tu vois. Ok, d'accord. Incroyable. Je savais absolument Donc, pas. il y a une chaîne de transmission Ouais. et des validateurs. Ok. Donc typiquement, ça me fait penser à la Ouais, blockchain. totalement. Ouais. Ok. Et c'est authentifié. Il y a Ok. la chaîne de transmission des textes. Et c'est pas que le Coran d'ailleurs, il y a d'autres traditions orales. Hein. Ouais, C'est pas tradition orale, c'est pas que l'islam. Hein. Il y a des chaînes de transmission qu'on connaît, hein, qu'on Ok. peut remonter à la source, comme la blockchain en fait. Ok. Oui, et t'as des validateurs externes. Ok. Donc c'est totalement décentralisé et ça se valide dans le temps. Ok. Voilà le parallèle que je faisais. Je connaissais pas cette partie-là. Et très bien, très intéressant. Comme j'ai dit, on arrive un peu à la fin. Est-ce qu'il y a un petit sujet sur lequel tu aimerais qu'on puisse aborder avant de finir ? Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé ? De quoi on a parlé de tellement de choses. Moi, j'ai aussi une petite question. Moi, aujourd'hui, je définis le Bitcoin. Là, tu as parlé de Bitcoin, de relations d'univers et tout, et que les plus petits l'utilisent comme une monnaie, sachant que, en vrai, pour moi, le Bitcoin n'est pas une monnaie. On dit crypto-monnaie, c'est un abus de langage. C'est plutôt une réserve de valeur, parce que normalement, une monnaie, elle doit avoir cette capacité à être transmise. Ouais. Et lorsque, à contrario, par contre, quand on garde la monnaie et qu'on ne la transmet pas, elle perd de la valeur. Alors que là, dans le Bitcoin, on est plutôt sur quelque chose de différent, où il n'y a pas une grosse capacité de transmission. Maintenant, il y a eu des layers qui se sont mis pour améliorer ça. Mais on est aussi sur un autre paradigme qui est, lorsque je garde le Bitcoin, il prend de la valeur. Quel est le point ? Est-ce que le Bitcoin est réellement une monnaie au final, ou c'est réellement en fait un actif ? Pourquoi ça devrait être l'un ou l'autre ? Moi, j'ai envie de te renvoyer à quelque chose qui m'avait marqué. J'ai reçu une photo d'un ami qui a envoyé ça dans un groupe. Une photo d'un panneau où il y avait le Bitcoin au fin fond d'un bidonville de Douala. Ok. Est-ce que je réponds à ta question ? Après, Qu'est-ce que fait un panneau pour acquérir du Bitcoin au fin fond d'un bidonville de Douala, si c'est pas cet accès à un autre genre de monnaie ? Ouais. Donc effectivement, oui, c'est un asset pour nous qui avons accès à des banques, qui pouvons faire nos transactions, on peut acheter ce qu'on veut, etc. Nous, on voit ça comme un investissement, on voit ça comme une réserve de valeur, on voit ça comme un moyen de devenir plus riche ou plus pauvre, on ne sait pas selon à quel moment on en entre. Mais les gens qui sont dans ces pays, est-ce qu'ils voient ça comme un investissement ou est-ce qu'ils voient ça comme un moyen d'agir au niveau monétaire, tu vois ? Ouais, je vois très bien. Voilà. Je pense que Donc, c'est les deux en réalité. Tout va réellement dépendre du contexte dans lequel on place. C'est pour ça que je te parlais de l'infiniment grand et l'infiniment petit, tu vois, ça peut faire les deux, quoi. Ok, je comprends un peu mieux. Très bien. Je vais te laisser un mot de la fin. Est-ce que tu as un petit conseil à donner aux gens, aux auditeurs du Domino Podcast, ou je te laisse donc le mot de la fin et je te remercie surtout d'être venu sur le podcast. Merci à toi, Samuel. C'était très intéressant de discuter avec toi et d'échanger sur ces sujets. Le mot de la fin, je dirais venez chez Samuel, on est trop bien accueillis. On a nos snacks préférés, on a nos boissons préférées. Donc voilà, c'est ça mon mot de la fin. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ça. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine. Ensemble, on lance l'effet domino. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao!